Merci à la Société astronomique de France pour cette invitation quasi annuelle qui me fait toujours très plaisir et me donne l'occasion aussi de revenir en région parisienne que j'ai quittée effectivement pour les bossus marseillais depuis quelques années. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir. Donc voilà le sujet, c'est l'un de mes sujets favoris, vous l'avez compris, parce que ça me permet en fait d'aborder la plupart des sujets sur lesquels j'ai pu travailler, les trous noirs, la forme de l'univers, la topologie cosmique, la gravitation quantique, sur lesquels maintenant je concentre une certaine partie de mes efforts. Voilà, donc vous voyez qu'en image de fond, j'ai choisi une peinture de Salvador Dali qui montre également comment l'artiste, avec ses montres molles qui évoquent sans doute le temps élastique de la relativité, et puis ces figures géométriques qui sont en fait des dodécaèdres, singulière intuition sur certains modèles cosmologiques qu'on a pu développer par la suite, comment effectivement l'artiste entre en résonance avec effectivement les développements scientifiques de son époque. Alors, très vaste sujet, en fait, ce soir. À partir du moment où on parle de forme, on va parler de géométrie, bien entendu. Donc, je vais parler au moins autant de géométrie que d'astronomie. Alors, au niveau ordinaire, la géométrie dans l'espace et la vie de tous les jours, c'est l'espace et le temps décrits par la mécanique céleste, par la mécanique classique, la relativité restreinte. On peut faire beaucoup de choses, mais vous savez que le cadre spatial et temporel n'est pas extraordinairement riche, puisque on a un espace euclidien sans courbure, sans topologie, séparé du temps. Bon, je ne vous parlerai évidemment pas de cela. Lorsque l'on passe au niveau où l'on fait intervenir les phénomènes de gravitation, eh bien, je vais y revenir brièvement dessus, on passe à la théorie de la relativité générale qui fait intervenir une courbure de l'espace. Voilà. Alors on peut avoir une courbure forte pour décrire la forme de l'espace, le voisinage des objets fondrés comme les trous noirs. Donc je commencerai par ça. Ensuite, la courbure se répartit à beaucoup plus grande échelle sur l'ensemble de l'univers, donc un espace-temps à courbure faible, voire très proche d'être nul, mais c'est quand même de la courbure. On passe au niveau de la cosmologie standard. Alors vous savez peut-être que j'ai passé de très nombreuses années à explorer également un sujet de la cosmologie qui n'était pas beaucoup abordé dans la littérature. C'est passé encore à l'échelle supérieure et à s'intéresser cette fois-ci à la forme globale de l'espace et non pas simplement à ses formes locales. Et la forme globale donc, de l'espace relève donc de cette discipline que j'ai fini par appeler avec mes collaborateurs dans les années 90, ce qu'on appelle la topologie cosmique, avec donc certains modèles d'univers qu'on a appelés parfois les univers chiffonnés, dont je vous dirai un mot dans la troisième partie. Et puis dans la dernière partie, si vous n'avez peut-être pas encore parti en courant, je redescendrai au contraire au niveau fondamental, c'est-à-dire à l'échelle d'extrêmement petit. On va s'interroger maintenant quelle est la forme de l'espace, éventuellement de l'espace-temps, à une échelle absolument microscopique. Et quand on se rapproche, par exemple, de ce qu'on appelle donc la longueur de Planck, où l'on pense qu'effectivement, là, la structure de l'espace peut être extrêmement complexe. Vous voyez que dans le premier niveau, on avait rajouté juste de la courbure au niveau des trous noirs et de la cosmologie standard, on a rajouté de la courbure mais pas de topologie. Au niveau supérieur, on a à la fois de la courbure et de la topologie, et au niveau inférieur, on a à nouveau de la courbure et de la topologie, mais cette fois-ci décrite plutôt par des phénomènes quantiques, donc avec effectivement probablement des courbures et des topologies fluctuantes dont on ne peut faire que des descriptions statistiques, et comme vous le savez, on est dans le domaine extrêmement foisonnant et complexe des théories de gravitation quantique. Voilà le programme de la soirée. Un rappel très rapide sur la relativité générale, qui a un siècle, une ou deux années près. Je vous rappelle que donc chez Newton, comme le suggère ce petit montage du haut, la gravité est considérée comme une force d'attraction émise par les corps massifs. Et donc si on a un astre qui est dévié de sa trajectoire en passant près d'un objet massif, par exemple le Soleil, c'est parce qu'il y a une force d'attraction, symbolisée ici par ces petites flèches rouges. Voilà. Donc l'exploit et la merveille de cette théorie de la relativité générale, bâtie par Albert Einstein, publiée en 1915 pour la première fois, c'est en fait de supprimer la notion de force d'attraction universelle, de la remplacer en fait par
une description géométrique de la gravitation qui va faire intervenir en fait une courbure de l'espace-temps, ce que l'on donc schématiquement dans le deuxième schéma, on supprime la force, on a toujours évidemment la trajectoire apparemment déviée, mais elle est déviée parce qu'elle va malgré tout en ligne droite, n'étant soumise à aucune force, mais elle va en ligne droite dans un espace-temps qui est courbé. Donc elle va suivre ce qu'on appelle des géodésiques, qui sont des généralisations de la ligne droite dans les espaces-temps courbes, et l'on retrouve absolument toutes les propriétés décrites par Newton, avec évidemment des corrections qui améliorent considérablement la théorie gravitationnelle. Bien, alors on remplace donc des équations, rassurez-vous, je ne vous montrerai pas d'équations, sinon sous cette forme extrêmement compacte, les équations d'Einstein ne font finalement que traduire l'équivalence entre les propriétés de courbure, des propriétés locales, la courbure de l'espace et du temps, qui sont décrites ici par ce objet géométrique qu'on appelle un tenseur, c'est grosso modo un objet à 16 composantes, un petit peu comme une matrice 4-4, où vous mettez toutes les informations sur la courbure de l'espace et du temps, et à droite, vous mettez toute l'information sur la distribution de la matière et de l'énergie, et y compris son mouvement, puisque, comme vous savez, évidemment, le mouvement engendre également de la masse et de l'énergie. Et donc, voilà, la chose admirable de la relativité générale, c'est qu'il y a cette équivalence entre la courbure, donc la forme de l'espace et du temps, et la distribution de matière et d'énergie. Et d'ailleurs, les solutions, que lorsqu'on résout des équations d'Einstein, pas dans leur généralité bien entendu, mais dans des cas particuliers, qu'est-ce qui se passe autour d'un objet sphérique, l'espace-temps d'un trou noir, l'espace-temps à l'échelle cosmologique, etc. Les solutions, ce sont des choses qui sont comme ça, et ça c'est quoi ? On appelle ça une métrique. En fait, c'est juste un théorème de Pythagore. Un théorème de Pythagore généralisé, évidemment, pas à 2 dimensions, mais à 4 dimensions. Donc, il y a des coefficients un peu plus compliqués que le théorème de Pythagore habituel que l'on peut tracer sur une feuille de papier. Mais donc, ça donne bel et bien une description locale de la forme de l'espace. Pythagore, le théorème de Pythagore habituel, c'est un espace plat sans courbure, sans topologie, mais évidemment, dans un espace sans courbe, on a toute cette information réunie donc dans cette métrique qui est une solution des équations de la relativité. Bien, ceci étant donné, puisque l'on a une liaison directe entre la quantité de matière, la distribution de matière, énergie dans l'espace et les propriétés de courbure, très rapidement s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le tissu élastique de l'espace-temps lors d'un phénomène qu'on va appeler l'effondrement gravitationnel. L'effondrement gravitationnel est incontournable, ne serait-ce que parce que l'astrophysique et les lois de l'évolution stellaire nous disent qu'à la fin de leur vie nucléaire, en tout cas, le cœur des étoiles doit s'effondrer sur eux-mêmes, puisque donc la gravitation l'emporte sur la source d'énergie interne. Et donc, ce phénomène d'effondrement gravitationnel a été étudié par un très grand nombre des plus grandes personnalités du monde de l'astrophysique, de la relativité générale, au cours du XXe siècle. Je n'ai mis évidemment que quelques-uns ici. On aurait pu rajouter évidemment Brandon Carter, Stephen Hawking et bien d'autres. Bien, voilà. Alors donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a précisément une masse qui va s'effondrer? Donc, on imagine que le puits de gravité qui va être créé va se creuser de plus en plus. Qu'est-ce que ça va donner? Vous savez que l'effondrement gravitationnel poussé à l'extrême va donner le trou noir. Bien. Alors, pour décrire maintenant la forme complexe de l'espace-temps d'un trou noir, je vais passer par ce qu'on appelle les cônes de lumière. Les cônes de lumière permettent en fait de définir, de décrire, le terme paraît un petit peu abstru, la structure causale de l'espace-temps relativiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous savez qu'il y a des lois naturelles qu'on appelle les lois de causalité, selon lesquelles, logiquement, la cause précède nécessairement l'effet. On ne peut pas inverser les choses. Et cette loi de causalité se retrouve donc dans la description de l'espace-temps à travers cette construction qu'on appelle un cône de lumière. Alors ici, c'est réduit à 2 dimensions, mais imaginez que le point E, ici, l'étranglement du cône, ça s'appelle un événement de l'espace-temps, c'est-à-dire c'est un point de l'espace-temps. Ça s'appelle un événement parce qu'il y a 3 coordonnées d'espace et une coordonnée de temps. Donc c'est un événement qui se produit à un moment donné. À partir de cet événement, la relativité se dit quelles sont les trajectoires permises à partir de cet événement pour les particules ou les rayons de lumière. Eh bien, évidemment, la loi d'indépassabilité de la vitesse de la lumière nous dit que il y a des trajectoires qui sont interdites, parce qu'elles correspondraient à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Donc en fait, la lumière va engendrer, à partir de l'événement E, une structure en forme de cône, comme on appelait le cône de lumière. Donc la lumière va toujours circuler le long de ces cônes-là.
Et ça va permettre également, donc il y a un cône du passé, tous les événements passés de l'événement E, et puis il y a les événements futurs. Quant aux particules massives, qui circulent donc à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, eh bien, elles sont astreintes à circuler à l'intérieur des cônes de lumière. Donc on a une véritable directionnalité, on ne peut pas aller n'importe où, des trajectoires qui sont interdites. Une trajectoire qui irait comme ça est absolument interdite. Et ça s'appelle une structure causale parce que les seuls événements du passé de l'événement E qui peuvent l'influencer, ce sont les événements qui sont dans son cône de lumière du passé. Par exemple, un événement qui se passerait là, il s'est produit bien dans le passé, mais il n'interagira pas, il n'aura aucune influence sur l'événement E, parce qu'il est en dehors de son cône de lumière du passé. Et pareil, pour les événements futurs, tout ce qui se passe en E peut éventuellement influencer les événements, pas la totalité des événements de l'univers, et uniquement les événements qui sont dans le cône de lumière du futur. Bien, alors pourquoi je vous ai expliqué ça? Parce que, bon, ça c'est le schéma le plus simple dans ce qu'on appelle l'espace-temps de la relativité restreinte, l'espace-temps de Minkowski, qui est un espace-temps plat et sans courbure. La relativité générale d'Einstein, avec la gravitation, a rajouté des propriétés de courbure. Eh bien, les cônes de lumière vont être influencés, la lumière est influencée par la courbure, donc les cônes de lumière eux-mêmes vont suivre la courbure de l'espace-temps. Donc voici de façon un petit peu métaphorique ce qui va se passer en espace-temps courbe. Les cônes de lumière sont plus ou moins inclinés au gré de la courbure locale de l'espace et du temps, mais on respecte évidemment localement cette loi absolue que les cônes de lumière sont engendrés par la lumière et que les trajectoires des particules sont astreintes à circuler à l'intérieur des cônes de lumière. Donc on a une structure causale d'une grande richesse. Alors voilà, c'est une petite introduction pédagogique pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant lors de l'effondrement sphérique d'une étoile qui va fabriquer un trou noir. Alors, premier stade, on n'est pas encore du tout au stade de trou noir, c'est le début de l'effondrement gravitationnel. Donc, c'est réduit à 2 dimensions. Donc, l'espace, il est là à 2 dimensions. Donc, la surface de l'étoile, c'est un cercle, d'une certaine façon. Et puis, le temps va s'écouler vers le haut. Bien. Alors, vous voyez que l'étoile commence à s'effondrer, puisque son rayon commence à diminuer. Et ça, ce sont des événements qui sont à la surface de l'étoile, et donc il y a les cônes de lumière, ça veut dire que c'est tout ce qui peut s'échapper éventuellement de l'étoile. Et vous voyez qu'il y a une partie du rayonnement qui peut effectivement s'échapper de l'étoile vers l'extérieur. Ici, en parallèle, j'ai mis une représentation sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes, qui représente en fait la façon dont le puits de gravitation se creuse progressivement dans le tissu élastique de l'espace-temps. Donc ici, on a l'étoile qui occupe cette zone-là et qui commence à faire une distorsion relativement modérée du tissu élastique. Stade 2, l'effondrement se poursuit. L'étoile se contracte de plus en plus, on n'est pas encore au stade de trou noir, mais vous voyez que les cônes de lumière, précisément, influencés par le champ de gravité qui augmente, évidemment le champ de gravité augmente à mesure que l'étoile se contracte, les cônes de lumière s'inclinent de plus en plus vers l'intérieur. C'est bien le principe d'équivalence dont je vous parlais. Voilà. Et donc, le puits de gravitation se creuse. Et puis la formation d'un trou noir, voilà, ici on a le schéma final et complet. La formation d'un trou noir, c'est le moment où les cônes de lumière, regardez, sont totalement inclinés vers l'intérieur. Et c'est le moment donc où se forme une surface qui n'est pas solide, une frontière géométrique, qu'on appelle l'horizon des événements, qui va marquer la frontière du trou noir. Ça porte bien son nom, l'horizon des événements. Ça veut dire que pour tout observateur extérieur, cette surface-là représente un horizon au-delà duquel on ne peut pas observer les événements, puisque les informations ne peuvent pas sortir. Donc voilà la description de la formation d'un trou noir. Et si l'on poursuit, en relativité générale classique en tout cas, les équations de l'effondrement, eh bien, on trouve que se forme au centre du trou noir ce qu'on appelle une singularité mathématique. Tout devient infini, la courbure devient infinie, et si on met des variables physiques comme la température, la pression, tout devient infini. Ce qui est évidemment embarrassant pour le physicien, comme vous le savez. Et donc après, on va essayer de se débarrasser de ces infinis en améliorant les théories. Alors ça, c'est pour un petit peu pour la fin. Bien, donc voici donc cette description du trou noir hein, avec des cônes de lumière que je vais perfectionner avec ce schéma. C'est le même, mais il est un peu plus complet et il permet vraiment de voir la structure causale de l'espace-temps du trou noir. Ah oui, c'est absolument la même chose, mais ici j'ai rajouté précisément des rayons lumineux qui sortent et qui vont attendre un observateur qui est à l'extérieur du trou noir, par exemple en orbite circulaire autour du trou noir, donc il est à distance constante, donc sa ligne d'univers, elle est parallèle évidemment à la ligne de l'étoile qui s'effondre. Alors regardez ce qui se passe.
les rayons lumineux sortent de l'étoile, atteignent et atteignent l'observateur lointain. Donc émission, réception, E1, R1. Bien. Les intervalles d'émission, on a par exemple placé, c'est une expérience de pensée évidemment, on a placé la surface de l'étoile une sorte de balise lumineuse qui va émettre à intervalles réguliers, par exemple chaque seconde, c'est vrai parce que l'effondrement peut être très rapide, qui va émettre chaque seconde dans son temps à elle, le temps propre, le vrai temps d'effondrement, va émettre donc un signal vers l'extérieur. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate par l'effet du champ gravitationnel, le rayon lumineux va avoir de plus en plus de mal, entre guillemets, c'est une façon de vocabulaire un petit peu légère pour parler de ces phénomènes complexes, mais le rayon lumineux va avoir un peu plus de mal à s'échapper du champ de gravitation, et donc en fait les intervalles de réception, eux, ne sont pas égaux, et ils vont au contraire s'étirer au cours du temps. Et on retrouve parfaitement cette histoire de la formation même du trou noir et de l'horizon des événements. Vous voyez qu'à partir du moment où le cône de lumière est totalement incliné vers l'intérieur, tous les signaux sont forcément dirigés au centre du trou noir, il n'y en a plus aucun qui peut ressortir, et ça veut dire que donc l'ultime signal lumineux qui serait émis par la balise au moment où l'horizon des événements se forme n'atteindra jamais l'observateur extérieur. Donc ça veut dire que vu de l'extérieur, la formation d'un trou noir est rejetée dans le futur infini. Alors je sais que ça perturbe certains, donc ça n'existe pas. Ça veut dire aujourd'hui, pourquoi vous nous dites que les trous noirs existent, alors qu'effectivement, dans notre temps à nous, ils ne se sont pas encore formés. Voilà. Bien. Alors en fait, ils sont très proches de s'être formés. Et en fait, en pratique, toutes les propriétés de cet objet qui n'est pas encore tout à fait un trou noir, mais presque un trou noir, sont absolument analogues aux propriétés du trou noir parfait qui se serait formé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que les trous noirs ne se sont pas encore formés dans notre temps à nous, ils se sont bel et bien formés dans leur temps propre à eux. Il y a des trous noirs, comme on le verra, qui se sont formés depuis déjà le début de l'univers. Ils sont bel et bien formés. Bien. Alors maintenant, on va passer quelque chose de plus spectaculaire sur la façon dont les trous noirs, vous comprenez, c'est les objets donc les plus condensés, donc c'est eux qui vont créer les déformations les plus spectaculaires de l'espace et du temps. Voilà. Alors ça va être assez visuel. La façon dont un trou noir distord la forme de l'espace et du temps d'ailleurs, mais on verra plus visuellement, on visualise mieux la distorsion de l'espace que les distorsions du temps, bien entendu. D'abord autour de lui, ensuite derrière lui, c'est-à-dire à l'arrière-plan, et éventuellement à l'intérieur de lui. Alors, commençons par autour de lui. Alors, autour de lui, qu'est-ce qu'il y a autour d'un trou noir? Il peut ne rien y avoir, si un trou noir est nu, isolé. Enfin, en général, un trou noir astrophysique, il est entouré de matière, il peut y avoir du gaz, par exemple, ou des étoiles pour les très gros trous noirs. Alors, un trou noir peut être entouré, et généralement entouré d'un disque de gaz qu'on appelle un disque d'accrétion. Bien. Alors, je vais un petit peu revenir dans ma propre histoire à moi de chercheur, puisque mon travail de jeune chercheur à la fin des années 70, je me suis dit, tiens, j'arrivais à l'observatoire de Paris-Meudon, essentiellement entouré par des astronomes. Moi, j'avais une formation de mathématiques, j'avais commencé à lire des choses sur la théorie des trous noirs, un petit peu embryonnaire, puis surtout sur le plan expérimental, observationnel, il y avait quasiment aucune indication que les trous noirs puissent bel et bien exister. Alors je me suis dit, tiens, on va essayer de calculer une image de à quoi ressemblerait un trou noir entouré justement d'un disque de gaz brillant autour. Le jour où on aura peut-être un télescope, probablement pas de mon vivant évidemment, un télescope incroyablement sophistiqué qui permettrait d'avoir la résolution suffisante pour observer un trou noir, peut-être qu'on verra ça. Bien. Alors, pour bien marquer la différence entre l'espace-temps ordinaire, l'espace-temps newtonien qui n'a pas de courbure, et l'espace-temps relativiste, on regarde dans l'espace-temps quasiment plat du système solaire parce que la gravitation est très faible. On observe la planète Saturne avec des anneaux. Il y a évidemment, on est un petit peu au-dessus du plan, et il y a évidemment une partie de l'anneau qui est cachée derrière le disque de Saturne, et en projection, on sait que devient une ellipse. Bien. Avant maintenant de se lancer dans des calculs, il faut forcément écrire un programme d'ordinateur pour calculer les trajets des rayons lumineux, mais cette fois-ci dans l'espace-temps du trou noir, avec donc effectivement des déviations de rayons lumineux, des sortes de mirages, etc. Bon, avant d'écrire les équations et mettre ça sur un programme d'ordinateur, c'est mieux d'avoir une idée intuitive de ce que l'on peut obtenir par des raisonnements géométriques simples. Et après, la simulation ne va plutôt confirmer l'intuition que l'on a eue. Malheureusement, des fois, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui font un petit peu l'inverse, ils se lancent directement dans un gros calcul d'ordinateur, et ils croient que ce qui sort de l'ordinateur, c'est forcément la vérité. Donc, bon, ça c'est une autre affaire. Alors, voilà le raisonnement que j'ai pu faire à l'époque. Ici on regarde le trou noir.
vu de côté, avec le disque d'accrétion, la partie avant, les rayons lumineux, on connaît des déviations très, très, très faibles, donc on va retrouver une partie qui ressemble fortement à une ellipse, mais regardez la partie arrière, c'est tout à fait différent. La partie arrière est relevée par le champ de gravitation, et donc il n'y a plus de partie cachée. Ça veut dire que le trou noir, et là, il n'y a même pas de calcul encore qui fait, c'est juste un petit peu évident quand il y réfléchit. Voilà. Donc ça veut dire que le trou noir ne peut rien cacher de ce qu'il y a derrière. Il cache tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, mais ce qu'il y a derrière, il ne peut rien cacher parce que le champ de gravité relève les images. Donc voilà, l'image, on remplace ces ellipses par cette sorte de champignon. Et puis encore beaucoup plus fort, il y a les rayons lumineux qui partent de l'arrière du disque, qui évidemment dans l'espace-temps normal on ne verrait jamais, qui sont relevés aussi par le champ de gravité, et ils donnent une deuxième image, une image de l'autre côté du disque. Alors vous vous rendez compte, on a un objet, un disque d'accrétion, que l'on peut le voir à la fois par-dessus et simultanément le dessous. Le dessous, il est évidemment extrêmement déformé. Même en théorie, quand on fait les calculs, il y a une infinité d'images multiples de tous les rayons lumineux qui s'enroulent progressivement autour du trou noir. Donc ça, c'était le côté intuitif. Après, on met ça en équation. On écrit des programmes, à l'époque, c'était des IBM avec des cartes perforées, etc. Et on commence à calculer, donc ce que j'ai fait en 1979, voilà, à quoi ressembleraient précisément des courbes circulaires, hein, les cercles autour, comment ils sont déformés par le champ de gravité. Voilà. Donc ça, c'est deux articles, c'est deux figures qui sont extraites de l'article que j'avais publié en 1979. Voilà, donc on voit la totalité dessus. Ici, c'est pour une inclinaison de 30 degrés. Ici, on est un peu plus incliné de 10 degrés à peine. Donc on retrouve bien cette forme de champignon pour l'image primaire, l'image du dessus du disque. Et ça, c'est l'image secondaire, c'est l'image du dessous du disque, extrêmement déformé. Bon, ça pour l'instant c'est purement géométrique, ça ne donne pas du tout encore une image réaliste. Alors pour avoir une image réaliste, il faut rentrer dans la physique les caractéristiques astrophysiques du disque de gaz chaud qui est caractérisé, il a une structure, il y a des modèles de disques d'accrétion minces, etc. Donc, à chaque point, on a un flux de lumière, on a une température, etc., qui dépend d'un certain nombre de facteurs, etc. Et donc, une fois que l'on rentre cet ensemble de paramètres, on peut calculer ce qu'on appelle les isophotes, c'est-à-dire en fait les courbes où la lumière a une intensité égale. Et on va trouver qu'il y a une partie ici où la lumière est beaucoup plus intense qu'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un phénomène absolument majeur, et ça va être même une des signatures, comme on va le voir tout à l'heure, particulières du trou noir. Le disque d'accrétion est en rotation autour du trou noir, forcément. Mais sauf comme c'est un trou noir, il est en rotation relativiste. Ça veut dire que les parties proches de l'horizon des événements tournent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et lorsque vous connaissez sans doute l'effet Doppler, ou Doppler-Fizeau pour la lumière, lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, le flux que vous en recevez est considérablement augmenté par cet effet Doppler. Et au contraire, si vous avez une partie qui s'éloigne, le flux est diminué. Donc dans la partie qui se rapproche, on a un flux de lumière largement augmenté. Voilà. Alors à l'époque, l'ordinateur que j'avais utilisé à l'observatoire de Meudon, c'était en 1978, les premiers calculs, il y avait un seul gros ordinateur, un IBM, etc. On apportait des paquets de cartes perforées, etc. Le seul système de visualisation qu'il y avait, c'était ça, pour tracer des isophotes, des courbes isoradiales. Maintenant, pour arriver à faire l'image finale, traduire une image qui va ressembler à une photographie, réellement, il n'y avait pas de moyen de visualisation. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un grand papier transparent, papier canson, qui me servait en fait, qui matérialisait une sorte de ma plaque photographique virtuelle, c'est la plaque photographique calculée, et sur la plaque photographique, j'avais des milliers de données numériques qui me disaient en tel endroit de la plaque, par unité de surface, en fonction de la position par rapport au centre du trou noir, je dois avoir tel flux de photons. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? À l'époque, je faisais pas mal de dessins à l'encre de Chine, donc j'ai pris mon petit stylographe, là, et j'ai tracé à la main la densité de points par unité de surface de mon papier canson, proportionnelle aux données numériques que me donnait mon ordinateur. Ayant fait ça, donc il y avait des milliers de petits points noirs sur un fond blanc, et après j'ai pris le négatif du négatif et j'ai obtenu le positif. Et ça a donné mon image de 1979. Voilà. Que j'ai donc publié dans la revue Astronomie et Astrophysique avec donc les équations que je vous ai montrées. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit bel et bien l'image primaire du disque d'accrétion. On voit une partie de l'image secondaire qui est collée à l'horizon. Alors le trou noir lui-même, il est là.
l'horizon des événements. Il est agrandi, j'y reviendrai tout à l'heure, il est légèrement agrandi, un facteur 2,6 par rapport à sa taille réelle, par un effet de loupe gravitationnelle. Le bord interne du disque d'accrétion ne touche pas à l'horizon des événements, donc ici il y a une zone vide entre le bord interne du disque d'accrétion et le trou noir, et l'image secondaire du disque d'accrétion, c'est-à-dire l'image arrière, est collée, est très déformée, et elle est fortement collée sur l'image de l'horizon. Et après, tout ce qui se passe par-dessous, comme le disque d'accrétion est supposé opaque, on ne voit pas, il y a une partie cachée de l'image secondaire. Mais surtout, la caractéristique essentielle, je vais y revenir là-dessus, parce qu'il y a une actualité fascinante là-dessus, c'est cette asymétrie énorme du flux lumineux à cause justement de cet effet Doppler. Voilà la région du disque d'accrétion qui s'approche de nous à vitesse relativiste, et donc une augmentation considérable de la lumière, et ça c'est vraiment la signature du trou noir qui va provoquer ces effets-là. Bien. Alors, bon, après, je suis passé à autre chose, mais mes collègues de l'Observatoire de Meudon ont continué ce travail. Évidemment, les performances informatiques se sont considérablement améliorées. Et au début des années 90, mon regretté collègue Jean-Alain Marc a fait d'extraordinaires simulations numériques qui, je pense, à l'heure actuelle, restent encore les plus belles et les plus spectaculaires d'entre elles. Et donc, je vais vous montrer donc, une succession d'images voilà, qui sont en couleur. Alors, c'est en couleur et en animation. Donc on a fait des films, bon, je ne vous montre pas le film, je vous montre simplement quelques instantanés de ce film-là. Donc voici, c'est un voyage cette fois-ci, carrément l'observateur se déplace par rapport au trou noir et il va carrément plonger dedans. Alors ça c'est le plan du disque d'accrétion, initialement on est assez loin, donc on est en dessous du disque, c'est cette première image-là, 1, 2, 3. Voilà. Alors on retrouve mon image, mais elle est inversée parce qu'on est sens dessus-dessous avec la partie qui brille. Là, c'est le moment où on traverse le disque d'accrétion, donc c'est pour ça que ça devient symétrique, mais toujours, enfin symétrique sur le plan géométrique, mais avec toujours cette partie beaucoup plus lumineuse que l'autre partie. Et là, on passe au-dessus. Voilà, et ça ressemble de plus en plus, c'est cette image qui ressemble le plus à l'image précédente qui était en noir et blanc. Et là, on s'approche, et là, carrément, on est à l'intérieur et on se retourne de 180 degrés pour regarder l'univers extérieur, en sachant qu'on ne peut plus y retourner. De très nombreux autres groupes, ben après, j'ai plus suivi ces histoires-là, parce que je travaille sur les univers chiffronnés, etc., etc. Très nombreux autres groupes, je m'en suis rendu compte récemment en revenant sur le sujet, vous allez voir pourquoi, on fait d'autres simulations numériques, en couleur, en animation, etc. Aucune, d'ailleurs, n'est aussi belle que celle-là, mais enfin bon, évidemment. On retrouve toujours les mêmes résultats. Certains d'entre vous, j'imagine, sont allés voir, il y a 2-3 ans, un célèbre film de science-fiction qui s'appelait Interstellar. Oui, Interstellar, bon, voilà. Qui fait donc intervenir dans un récit de fiction un voyage près de trous noirs, et notamment un trou noir hypothétique, qui s'appelle le Gargantua, un trou noir géant de 100 millions de fois la masse du Soleil. En plus, un trou noir un petit peu différent de celui-là, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ici, j'ai fait les calculs pour un trou noir dit statique, c'est-à-dire qui n'a pas de rotation. Bien. En fait, les trous noirs astrophysiques doivent avoir une rotation, mais comme on va le voir, le phénomène de rotation altère peu la forme d'une image. Mais les trous noirs astrophysiques, ils sont en rotation. Donc, on peut faire des calculs un peu plus sophistiqués en tenant compte d'une rotation de trous noirs. Voilà. Et donc, on voit des images, effectivement, dans ce film-là, notamment cette image-là, d'un disque d'accrétion. Alors, on est exactement dans le plan du disque. Donc, c'est pour ça que sur le plan géométrique, c'est symétrique. Voilà. Bien. Voilà. Et donc, le conseiller scientifique du film, parce qu'il s'agit vraiment de simulation numérique, ce n'est pas une vue d'artiste comme en général on le voit dans les films de science-fiction, plutôt mal fait, en tout cas sur le plan scientifique. Voilà. Donc, ils ont fait appel à un de mes collègues, un astrophysicien américain extrêmement réputé, qui s'appelle Kip Thorne, qui était un grand spécialiste des trous noirs. Certains d'entre vous savent qu'entre-temps, il a obtenu le prix Nobel de physique. Non pas pour ça, heureusement d'ailleurs, mais pour les ondes gravitationnelles. Voilà. Alors pour l'anecdote, je me dis, Kip Thorne, qui connaissait mon travail évidemment, c'est le travail un peu de pionnier, c'était la première image, m'écrit un mail en me disant, donc c'était à l'automne 2014, juste avant que ne sorte le film sur les écrans, il me dit, Jean-Pierre, si jamais tu vas au cinéma, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Interstellar, j'ai été conseiller scientifique, donc on a fait travailler une équipe de 200 informaticiens qui ont mis les équations, etc., etc., puis on a obtenu une image, alors ne m'en veux pas, ne sois pas choqué, si l'image de film ne ressemble pas tout à fait à ton image à toi, parce que l'image, elle est complètement symétrique. Je voulais mettre évidemment l'effet Doppler, de rotation du disque,
avec cette forte asymétrie du flux lumineux. Et quand je l'ai montré au réalisateur et à un producteur, je dis « Ah non, non, les spectateurs ne comprendront rien. Donc on va laisser cette image-là, elle est plus spectaculaire, elle est bien léchée. » Bon, voilà. Donc cette image-là, qui a été, je me souviens à l'époque, a été présentée dans la presse anglo-saxonne comme la plus extraordinaire image jamais faite sur les trous noirs, la plus précise et tout. En fait, elle était fausse d'une certaine façon. Elle est juste sur le plan de la géométrie, mais elle est fausse sur le plan des propriétés réelles du disque d'accrétion et de ce que l'on verrait réellement. Alors Gibson était un petit peu embarrassé, effectivement, de cette petite entorse à la réalité scientifique. Et de fait, nous avions calculé avec Jean Lamarck cette configuration-là, c'est-à-dire exactement dans le plan, mais en tenant compte des vraies propriétés du disque. Donc l'image qui aurait été plus juste, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est vraiment plus moche que l'image du haut? Bon, je ne trouve pas, personnellement. Donc j'aurais pu l'utiliser. Au centre de la galaxie se trouve un trou noir géant. Ce trou noir géant, on le traque depuis de nombreuses années en observant le mouvement d'un amas d'étoiles. On analyse les vitesses de ces amas d'étoiles, donc la dynamique de cet amas d'étoiles, et à partir de la dynamique, on reconstruit en fait la masse de l'objet invisible qui est au foyer de l'ellipse, des ellipses keplériennes parcourues par ces étoiles-là. Et donc on en déduit la masse du trou noir galactique, qui est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce trou noir galactique, on l'appelle Sagittarius A étoile. Bien. Question. Est-ce qu'on peut voir au télescope Sagittarius A étoile? Je ne vous l'ai pas dit, mais la masse, la taille d'un trou noir, vous le savez sans doute si vous vous intéressez un petit peu au sujet, la taille d'un trou noir est proportionnelle à la masse. Donc le trou noir est un objet extrêmement concentré, donc un trou noir de masse modeste, par exemple 10 fois la masse du Soleil, trou noir typique, trou noir stellaire typique, n'a une taille de 30 km. Donc c'est absolument minuscule. Il est hors de question. Le plus proche trou noir stellaire que l'on connaisse, à 0,620, etc., il doit faire 15 masses solaires, donc il doit faire 40 km, mais il est à 6000 années-lumière. On ne risque pas de voir quelque chose. Mais avec un trou noir géant, on s'est dit, tiens, un trou noir géant, 4 millions de fois la masse du Soleil, ça fait quoi en taille? Ben, ça fait 25 millions de kilomètres. Bon, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est quand même un peu loin, parce que c'est à 30 000 années-lumière. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le diamètre angulaire du trou noir galactique Sagittarius A étoile, c'est 20 micro-arcs-secondes, 20 millionièmes de seconde d'arc. Bon. Pour certains, ça vous dit sans doute quelque chose si vous faites de la photographie sur la résolution angulaire. C'est vraiment minuscule. C'est inimaginable d'avoir un télescope capable d'avoir cette résolution-là. C'est à peu près 2 à 3 000 fois plus fin que la résolution du télescope spatial Hubble, par exemple. Là, voilà. Alors, premièrement, dans mes calculs 1979, j'avais tout de même montré que par un effet de loupe gravitationnelle, il y avait déjà un petit facteur d'amplification, c'est-à-dire la taille, un facteur d'agrandissement de 2,6. Enfin, 3 racines de 3 sur 2. Donc ça fait à peu près 2,6, ce qui veut dire ça augmente un petit peu la taille. Bon, ça fait passer le diamètre angulaire à 50 micro-arcs-secondes. Ça reste toujours extraordinairement petit et hors d'atteinte de tout télescope terrestre optique. Oui, mais sauf que il y a la radioastronomie. Et vous savez qu'en radioastronomie, on peut faire de l'interférométrie à large base. L'interférométrie consiste à utiliser plusieurs radiotélescopes répartis sur la planète, les faire fonctionner en réseau, c'est-à-dire ils vont observer au même moment le même objet, et on va combiner les données pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille du réseau. Et comme on a un réseau de taille terrestre, vous le voyez, un télescope ici, en Europe, télescope à Hawaï, aux États-Unis, au Mexique, le fameux télescope ALMA au Chili, et un télescope en Antarctique. On a un réseau de la taille de la Terre, c'est-à-dire on a un radiotélescope de 5000 km de taille. Et avec 5000 km de taille, on atteint une résolution de 20 micro-arcs-secondes. Donc on peut voir le trou noir galactique. On ne l'a pas encore vu. Voilà. Non, pas parce qu'il n'existe pas, parce que les données sont en train d'être traitées. Alors, ce projet-là, magnifique, s'appelle donc l'Event Horizon Telescope. C'est le consortium qui fait travailler donc tous ces télescopes-là. Ça fait pratiquement 15 ans que le réseau a été créé, et chaque année, ils espèrent avoir des nuits où, dans ces 8 sites répartis sur la planète, il y a des conditions météorologiques favorables. Il ne faut pas qu'il pleuve.
Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas parce que s'il pleut, le ciel est bouché, ça, on s'en fiche en radioastronomie, etc. C'est parce qu'en fait, la longueur d'onde à laquelle on doit observer ça, qu'on appelle le submillimétrique, c'est 1,3 mm. 1,3 mm, c'est le mode vibratoire de l'eau. Donc, dès qu'il pleut, ça perturbe, ça brouille complètement les données. C'est pas parce que le ciel est bouché, c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Hein. Voilà. Donc, il fallait trouver des moments où voilà, les conditions météorologiques étaient favorables en 8 points différents du globe. Puis après, il fallait obtenir du temps de radiotélescope, ce qui n'est pas évident, parce que là, quand on fait des demandes de radiotélescope au radiotélescope ALMA, il est archi demandé, donc il faut caser ça entre les programmes. Bref, ils ont attendu 17 ans pour avoir enfin une fenêtre d'observation, et c'était en avril dernier, c'était en avril 2017. Ils ont obtenu 4 nuits, les 4 nuits favorables. Et pendant 4 nuits, ils ont réuni les données, tous les 8 radiotélescopes se sont focalisés sur le trou noir galactique. Alors, la VLBI, enfin l'interférométrie à longue base, pour obtenir une image, après c'est extrêmement complexe, c'est parce que il faut, pour combiner les données, il faut un timing extraordinairement fin. Donc, dites-vous bien que les données ont été récoltées par chaque radiotélescope chaque 10 milliardième de seconde. Chaque 10 milliardième de seconde, les données étaient recueillies, enregistrées sur un disque dur. Et cela pendant 4 nuits successives. Ça veut dire que le total de données de cet événement, le télescope récolté en 4 jours, c'est le plus grand big data de toute l'histoire des sciences. Et donc ces données ont été enregistrées sur des disques durs, plusieurs milliers de disques durs qui ont été acheminés vers 2 centres de traitement, en Allemagne et un autre en Angleterre, et il leur faut des mois avec les plus gros supercalculateurs pour arriver à extraire une image. Et on l'attend pour 2018. Alors ça... Pour cette année, pour 2018, voilà. Alors, les simulations numériques ont été faites, ont été refaites. Ça, c'est un article qui a été publié il y a quelques années dans Scientific American, qui avait complètement oublié de citer mon travail. Bon, enfin, ça arrive un peu souvent, mais vous remarquerez. Alors voilà, donc des calculs qui ont été refaits. Alors, une différence quand même avec mon travail, c'est que moi j'avais calculé une image dite bolométrique. Une image bolométrique, c'est en fait toute longueur d'onde confondue, on les met ensemble et on fait cette image avec calculé le flux lumineux réparti dans toutes les longueurs d'onde. Eux, ils savent qu'ils vont observer quelque chose uniquement dans une fenêtre très étroite, la fenêtre 1,3 mm, donc évidemment tout le rayonnement ne parvient pas, donc il faut faire un filtre supplémentaire pour calculer l'image et ne récolter que la partie du rayonnement submillimétrique qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'on a évidemment la tache lumineuse qui correspond à la partie de disque d'accrétion qui se rapproche de nous, mais elle est légèrement différente. Voilà. Bon, alors quand j'ai vu cet article il y a 2-3 ans, je dis quand même ils exagèrent parce que bon, j'avais vraiment calculé exactement ça. Cette image, alors ça, c'est probablement l'image que l'on obtiendra, malgré tous ces efforts considérables dont je vous ai parlé, il y aura à peine quelques pixels. Il faudra sans doute améliorer encore le réseau et l'étendre pour avoir une image plus précise. Donc évidemment, on n'aura pas une image comme celle-là, mais finalement, regardez, mon image, 1979, vous plissez un peu les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est en plissant les yeux? Vous ne voyez plus que la grosse tache blanche. C'est exactement ce que l'Event Horizon Telescope probablement va obtenir. Voilà, donc j'attends ça avec un certain intérêt. Bien. Voilà, donc voilà, c'est ce qui se passe autour. Donc 2018 va être une grande année de plus pour les trous noirs, comme il y en a eu des grandes années précédentes avec les ondes gravitationnelles, je viens de dire un mot également, etc. Donc en ce moment, les trous noirs reviennent vraiment devant de la scène, à la fois sur le plan théorique et sur le plan expérimental. Alors, maintenant, comment les trous noirs déforment le paysage qui est derrière eux, c'est-à-dire l'arrière-plan. Alors, c'est le phénomène bien connu qu'on appelle le mirage gravitationnel. La relativité générale nous dit que lorsque l'on observe un objet lointain, mais sur la ligne de visée, il y a un objet massif, il déforme l'espace, et donc les rayons lumineux d'arrière-plan sont incurvés et éventuellement sont démultipliés pour donner plusieurs images d'un même objet, ce qu'on appelle un mirage de type gravitationnel. Alors, on connaît énormément de mirages gravitationnels dont les lentilles sont des objets ordinaires, ce n'est pas des objets effondrés en trous noirs, ce sont des galaxies, des amas de galaxies. Pour des raisons de symétrie, le mirage gravitationnel parfait, avec un alignement parfait, donnerait un cercle, on appelle un endos d'Einstein. Donc ici, vous voyez 2 objets astronomiques récemment détectés, enfin ça, celui-là, il est assez ancien, la fameuse croix d'Einstein, où en fait, ici, c'est la lentille, et là, c'est les 4 pétales de ce trèfle à 4 feuilles. Là, c'est en fait 4 images d'une même galaxie qui est derrière celle-là.
Hein, voilà. Et là, on est plus proche de la configuration idéalisée. Vous voyez que l'image se répartit pratiquement le long d'un cercle parfait qui correspondrait donc à l'anneau d'Einstein théorique. Alors évidemment, ce serait le trou noir qui provoquerait les mirages gravitationnels les plus spectaculaires. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, effectivement, les trous noirs, leur taille angulaire est tellement petite que pour l'instant, il est hors de question de visualiser des mirages au télescope, d'observer des mirages gravitationnels. Mais on peut en faire des simulations numériques. Et on revient à l'ordinateur pour faire des calculs. On va recréer les équations, des déviations des rayons lumineux dans l'espace-temps. Et ça, ce sont des travaux qui ont été faits par Alain Riazuelo. Alors, j'imagine que vous avez probablement eu à la SAF évidemment, une conférence de Alain, donc je vais aller assez rapidement, mais je ne résiste jamais au plaisir de montrer ces images tellement qu'elles sont magnifiques. Donc ici, c'est une représentation naturelle, fondée sur un catalogue d'étoiles, d'une partie de la Voie lactée dans l'hémisphère sud. Ici, on est en direction du centre galactique, et là, il y a vraiment les étoiles, que l'on peut voir dans l'hémisphère sud. Donc, Alain a calculé l'effet de mirage gravitationnel qui serait provoqué par un trou noir qui serait dans cette direction-là, sur la ligne de visée, et donc la déformation de l'image obtenue serait celle-là. Bon, on a déjà de très belles images sur le plan esthétique, mais elles sont, c'est pas du vue d'artiste, ce sont vraiment des calculs scientifiques. Alors on voit l'image première de la Voie lactée, qui est évidemment déformée au voisinage. On devine un petit peu l'anneau d'Einstein qui est ici, mais alors justement, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez une Voie lactée, mais vous la voyez en entier. Vous ne voyez pas seulement le petit bout qui est dans le champ du télescope, du télescope virtuel. Vous voyez la Voie lactée toute entière ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'anneau d'Einstein théorique, il est là. Et les lois du mirage gravitationnel vous disent que justement le mirage gravitationnel créé par le trou noir est tellement puissant qu'il va entièrement dupliquer l'univers extérieur à l'intérieur de son anneau d'Einstein. Donc vous avez la totalité de la voûte céleste et pas seulement la petite partie dans ce champ de vue, la totalité de la voûte céleste qui est dupliquée ici mais de façon évidemment extrêmement déformée. C'est pour ça qu'on voit entièrement la Voie lactée. Alors Alain est allé un petit peu plus loin en faisant carrément calculer un trou noir qui se déplacerait. Alors ça, c'est toujours une vue de l'hémisphère sud, une partie de la Voie lactée, la croix du sud, vous la reconnaissez, elle est là, alpha et bêta du Centaure, Canop, Achernar, étoiles brillantes, et les fameux nuages de Magellan, grand nuage de Magellan, petit nuage de Magellan. Ça, c'est le paysage normal. On a imaginé qu'un trou noir passe devant, et on va calculer étape par étape la façon dont le paysage change. Et on a ceci. Voilà, donc on a une nuée de petites... Alors vous voyez que l'image se déforme progressivement pour avoir la forme d'un croissant. On a une nuée de petites étoiles qui sont que des images démultipliées des 1000 et quelques étoiles brillantes de la voûte céleste. Ici, on est exactement devant, donc on a eu fugitivement la formation de l'anneau d'Einstein. Et à nouveau, le trou noir passe devant le grand nuage et les images se dissocient à nouveau. Et donc on a une duplication complète de l'espace-temps. Donc c'est juste scientifiquement et c'est pédagogiquement très intéressant pour voir ces effets de distorsion des trous noirs sur l'arrière-plan. Bien. Une autre façon, quelque part, de visualiser la distorsion de l'espace créée par un trou noir, c'est le fait que, puisque le trou noir courbe l'espace dans son voisinage, l'espace a été tiré, déformé dans certaines directions, etc., un objet qui pénètre dans un espace, lui-même va épouser la distorsion de l'espace là. Et donc, au tout début, après avoir calculé mon image de 1979, je continue à m'intéresser beaucoup au trou noir, bien entendu, et notamment avec Brandon Carter, avec qui je travaillais à l'époque, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si une étoile frôlait un trou noir géant ? Alors à cette époque, on commençait à peine à soupçonner qu'il puisse y avoir des trous noirs géants, supermassifs, au centre des galaxies. On n'avait pas encore repéré le trou noir de Sagittarius à étoile, du trou noir galactique, mais on commençait à soupçonner là. Voilà. Donc le boulot de l'astrophysicien théoricien, c'est un petit peu d'imaginer des situations plausibles, etc. Qu'est-ce qui se passerait ? Voilà. Et donc, on met ça en équation, à nouveau, et puis voilà, et on calcule le sort d'une étoile qui va pénétrer dans une zone délimitée, parce qu'on appelle le rayon de marée, à l'intérieur duquel l'espace est tellement distordu que tout objet qui va pénétrer va lui-même être distordu. Alors comment il va être distordu ? Il va être peut-être écrasé dans un sens, étiré dans un autre, etc., etc. Bon, ça dépend évidemment la description du champ de marée. Voilà. Et donc, ça c'est une animation, c'est pas du tout le résultat des simulations numériques, c'est une animation ultérieure qui a été faite, un peu simplifiée, un peu simpliste. On voit l'étoile, le long d'une orbite parabolique, elle va revenir, et vous allez voir, c'est un petit peu en accéléré, ça dure quelques heures,
voilà, une fois qu'elle rentre dans le rayon, voilà, les forces de marée la détruisent. Mais la façon dont l'étoile est détruite, ça se calcule. Et on avait calculé qu'en fait, dans un premier temps, l'étoile était d'abord écrasée dans le plan de son orbite. Écrasée, aplatie, un peu comme une sorte de crêpe, si vous voulez. Puis à force d'être écrasée, vous ne pouvez pas écraser indéfiniment, la pression interne finissait par réagir, et ça faisait un rebond et une grande flambée de rayonnement. On avait appelé ça les crêpes stellaires flambées, et on avait publié notre premier article dans la revue Nature en 1982. Voilà. Alors, à cette époque, on n'avait vraiment aucune indication astronomique que ça puisse exister. Et puis plus tard, on était passé à d'autres sujets. Les premières observations ont commencé à être faites. Et aujourd'hui, on observe quasiment toutes les semaines des crêpes stellaires flambées parce que c'est un phénomène tout à fait naturel. Quasiment chaque galaxie a un trou. C'était quoi les crêpes le titre anglais de notre premier papier paru dans Nature, ça parlait des pancake stars. Les étoiles crêpes, voilà. Et puis un autre, après, dans un autre papier, il y avait les flambides pancake stars, etc. Voilà. Bien. Alors, donc, c'est d'une certaine façon, là, on est vraiment dans l'astrophysique, mais c'est aussi une façon, quelque part, comment dire, pas de visualiser vraiment, mais de mettre en évidence la forme de l'espace distordue, parce que c'est, en fait, les forces de marée, c'est pas des forces. C'est une manifestation de la distorsion de l'espace au voisinage d'un trou noir qui va donc détruire les étoiles. C'est la distorsion de l'espace qui détruit les étoiles. Hein. C'est pas une force extérieure, on appelle une force de marée. On appelle ça parce que ça ressemble un petit peu, quand on fait l'approximation newtonienne, c'est un petit peu, ce sont les forces de marée. Voilà, mais en relativité, c'est la forme de l'espace. Bien. Autre façon également de visualiser les effets relativistes sur la forme de l'espace, il faut évidemment que je parle des ondes gravitationnelles, je ne peux pas faire l'impasse dessus. Donc les ondes gravitationnelles sont une prédiction incontournable de la relativité qui vous dit que non seulement un objet dense, concentré, etc. va créer un puits de gravité, mais si en plus cet objet bouge à une véritable dynamique, comme ici c'est le cas dans un système binaire, par exemple un trou noir en rotation, l'un autour de l'autre, ils agitent la structure même de l'espace-temps et ils provoquent des ondulations de la courbure qui vont se propager vers l'extérieur à la vitesse de la lumière qu'on appelle, comme vous le savez, des ondes gravitationnelles. Et comme vous le savez, donc cette chose-là qui avait été prédite dans un article d'Einstein en 1916 ont été détectées enfin directement pour la première fois, particulièrement exactement un siècle plus tard, à l'aide donc de détecteurs extraordinairement sophistiqués. Ici, je montre deux détecteurs d'ondes gravitationnelles, qu'on appelle LIGO, qui se trouve aux États-Unis, et avec donc cette détection pour la première fois de ces vibrations infinitésimales de l'espace-temps provoquées par la fusion de trous noirs. Vous avez sans doute vu cette simulation numérique qui a été montrée à l'occasion de la découverte, où on voit donc les deux trous noirs. Ça représente à peu près les 40 dernières secondes de vie de ce système, de ce couple de trous noirs qui vont finir par fusionner en s'embrassant. L'ultime étreinte, c'est une bouffée de rayonnement gravitationnel incroyablement intense et qui a été détectée en 2015. Et grâce à ces observations-là, on peut remonter exactement à la masse des progéniteurs des deux trous noirs initiaux et la masse du trou noir final. Et la masse du trou noir final est légèrement inférieure à la somme des masses des deux trous noirs qui ont fusionné. Ce qui manque, ça a été entièrement dissipé sous forme d'énergie gravitationnelle. Bien. Dernière chose avec le trou noir, un sacré programme, je suis encore loin du compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment l'espace est déformé à l'intérieur d'un trou noir. Alors si je reviens sur cette un petit peu figuration d'un trou noir comme une distorsion du tissu élastique, on a un puits de gravitation qui se creuse progressivement. Alors on fait ce genre de choses. C'est pas une vue d'artiste en fait. Hein. C'est réellement une représentation mathématique. Ça s'appelle un diagramme de plongement qui permet de visualiser certaines propriétés de courbure réduites à 2 dimensions ici de l'espace au voisinage créé par un corps massif. Là. Le corps là est massif, mais il n'est pas effondré en trou noir. Donc c'est une étoile normale. Donc on a ceci. Maintenant, quand on fait la même représentation mathématique, c'est-à-dire le même diagramme de plongement pour un objet effondré en trou noir, au lieu d'avoir ça, on a ça. Alors initialement, ça avait été calculé, mais personne n'avait réalisé l'impact que ça pouvait avoir, par quelqu'un complètement oublié qui s'appelle Flamme, en 1916, il avait obtenu cette structure bizarre. Bon. Après, Einstein et Rosen, un peu plus tard, ont été intrigués, ils ont refait des calculs. Ce n'était pas du tout dans le cas de trou noir, parce qu'Einstein
n'admettait pas du tout l'existence des trous noirs. Donc c'était pour d'autres raisons qu'il a étudié ces structures géométriques, mais toujours est-il qu'ils ont étudié ce schéma-là avec cette histoire de cette gorge-là qui relie le haut et le bas, qu'on a appelé à une certaine époque le pont d'Einstein-Rosen. Et puis après, les relativistes sont venus sur cette affaire-là, et John Wheeler a baptisé ces structures-là, comme vous le savez, les wormholes, c'est-à-dire des trous de verre. Et donc on va commencer à raisonner maintenant. Alors est-ce que les trous de verre, c'est une structure, donc une solution mathématique, la forme possible de l'espace-temps engendrée par des trous noirs, notamment des trous noirs en rotation, mais pas forcément, et avec, au lieu d'avoir justement un puits gravitationnel avec un fond bouché, une singularité où tout s'arrête, il y aurait eu éventuellement, donc en tout cas dans ces solutions mathématiques, une possibilité pour certaines particules, certains rayons lumineux, de passer, pour aller de A à B, de passer par le trou noir, de franchir le trou de verre et de ressortir ailleurs dans un anti-trou noir qu'on appelle soit un trou blanc, il vaut mieux l'appeler une fontaine blanche d'ailleurs. Et ce serait ailleurs dans l'espace et dans le temps. Ça peut être très loin dans l'espace, ça peut être très loin dans le temps, soit dans le futur, soit dans le passé. Ça pose d'ailleurs certaines questions parce qu'avec certains modèles mathématiques de trous de verre, on peut violer la causalité puisqu'on peut remonter dans le passé. Voilà. Bon. Alors évidemment, cette chose-là a fasciné les physiciens. L'une des raisons pour lesquelles ça les a fascinés, c'est parce qu'en fait, on a découvert en faisant des calculs de trajectoire que pour aller de A à B, si on passait par le trou de verre, alors admettant qu'on puisse réellement le franchir sans encombre, on avait des raccourcis incroyables pour voyager dans l'espace. Donc au lieu de faire un voyage interminable pour aller d'une étoile à une autre qui va prendre des siècles ou des milliers d'années, on emprunte le trou de verre et on y va en quelques heures, sans avoir dépassé la vitesse de la lumière, qui évidemment reste localement impérative. Parce qu'on a donc des distorsions de l'espace tout à fait extraordinaires. Alors, donc, vous savez, ça a fasciné les écrivains de science-fiction et les scénarios de science-fiction, les portes des étoiles, Stargate, tout ça, c'est un petit peu l'exploitation. Mais pour en revenir sur le plan scientifique, on peut calculer maintenant par les équations de la relativité, et ça à nouveau, c'est à l'espace-temps extérieur, c'est un damier. Alors déjà, le damier, il est déformé. Ouais, c'est pas un damier euclidien, parce qu'il y a le trou noir déjà qui fait un effet de loupe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer progressivement dans ce damier. Alors on s'approche, on va plonger dans le trou noir. Vous reconnaissez l'anneau d'Einstein, hein, c'est le truc blanc là. C'est-à-dire il y a le damier extérieur et puis l'univers est entièrement dupliqué à l'intérieur de l'anneau d'Einstein. Le damier est extrêmement déformé, on rentre dans le trou noir, on n'y est pas encore tout à fait rentré, on s'approche de l'horizon des événements. On n'est pas tout à fait encore dans le trou noir, et là on y est. Pourquoi on y est? Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'autre bout du tunnel. C'est l'univers extérieur, qui est peut-être le même que celui d'où on vient d'ailleurs, vers lequel on va aller. Et donc on le voit apparaître. Comme quand vous rentrez dans un tunnel, vous voyez le bout du tunnel. Alors vous continuez, vous dites chouette, c'est super, je vais y aller. Mais le problème, c'est que le tunnel, en tout cas dans cette configuration-là, s'effondre à mesure que vous rentrez dedans. Et vous ne pouvez pas passer. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça devient tout noir. Vous tombez dans une singularité qui étrangle indéfiniment le trou de verre, et vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Mais on est mort alors. Ah oui, ça, carrément. On est mort. Voilà. Mais au moins, on a imaginé le voyage. Voilà. Donc le statut des trous de verre, c'est un statut assez ouvert. Alors c'est vrai que donc, ça, le calcul a été fait pour un trou noir qui ne tourne pas. Et on sait que dans un trou noir qui ne tourne pas, le trou de verre est forcément bouché. Et l'éventuel autre côté de l'univers est totalement inaccessible. Mais, comme le suggèrent ces diagrammes, ils sont un peu compliqués, mais enfin, donc je ne vais pas passer du temps, vous pouvez lire un de mes bouquins là-dessus, ces fameux diagrammes de Penrose, Carter, etc., ils nous disent que quand un trou noir tourne, la structure interne est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus intéressante, et on peut faire des voyages dans le trou noir en évitant une singularité, parce que la singularité a la forme d'un anneau. Vous voyez, la singularité dans un trou noir qui tourne, c'est plus un point, donc vous n'êtes plus obligé de passer par ce point d'étranglement, c'est un anneau. Donc vous pouvez survoler l'anneau ou carrément passer à travers l'anneau, vous évitez la singularité et vous pouvez ressortir du trou noir. Et donc le trou de verre est peut-être ouvert, en tout cas théoriquement et mathématiquement, le trou de verre d'un trou noir en rotation est ouvert. Et on peut éventuellement se mettre à rêver de ça. Cosmologie relativiste, on quitte les trous noirs, on va passer à la cosmologie.
Bon, vous avez en arrière-plan un fameux cliché d'un champ de galaxies. Vous avez 10 000 galaxies dans ce champ de vue. On voit qu'à l'œil, elles sont réparties de façon à peu près uniforme, et c'est extrêmement important en cosmologie relativiste, c'est-à-dire que la façon dont on peut résoudre, trouver des solutions exactes des équations de relativité applicables à la description, cette fois-ci, non plus de l'univers localisé autour d'un trou noir, mais de l'univers dans sa globalité, c'est une distribution uniforme de matière et d'énergie qu'on appelle homogénéité et isotropie. Et les raisonnements mathématiques relativement simples nous disent que l'homogénéité et l'isotropie, supposées, comme hypothèse simplificatrice, mais justifiée par des observations, entraîne une grosse simplification, entraîne que l'espace cosmologique, c'est-à-dire à l'échelle cosmique cette fois-ci, a une courbure constante. Et donc cette courbure constante, elle est soit positive, soit négative, ou soit, à la limite, strictement nulle. Et donc ça veut dire que l'espace cosmique dans sa globalité, c'est soit un espace de type sphérique s'il a une courbure positive, soit un espace de type hyperbolique s'il a une courbure négative, ou soit, on retrouve le cas très particulier de l'espace euclidien, si sa courbure est strictement nulle. Alors ici, on a une description de la courbure locale de l'espace, puis quand on pensera à la topologie, on verra que, rapidement, parce qu'il faudra que j'accélère, que l'espace, tout espace à courbure sphérique est forcément fini, de taille finie, sans avoir de bord, bien entendu, et au contraire, les espaces hyperboliques ou euclidiens, il y a des variantes qui sont finies et des variantes qui sont infinies. La découverte majeure de cette cosmologie standard, sur les effets homogénéité-isotropie, autre que la courbure de l'espace, parce qu'on ne peut pas oublier que ce qui est courbé, c'est l'espace-temps. La matière et l'énergie, vous vous souvenez des équations d'Einstein, c'est l'espace-temps qui est en jeu, pas seulement la partie spatiale. Donc ça veut dire que le temps, il est également distordu d'une certaine façon. Et quand on tient compte de la courbure temporelle, eh bien on fait cette découverte extraordinaire que n'avaient pas faite les deux pionniers de la cosmologie relativiste, qui sont Albert Einstein et De Sitter, qui ont calculé en 1917 les deux premières solutions cosmologiques des équations de la relativité, mais qui avaient supposé un univers statique, c'est-à-dire que le tissu élastique de l'espace, il ne bougeait pas. Enfin, il avait une courbure. Ici, j'ai mis un tissu plat, mais le tissu avait une courbure, mais il ne bougeait pas au cours du temps, il était figé, et l'espace était éternel et statique. Et comme vous le savez, la grande révolution de la cosmologie relativiste, c'est la découverte par Friedman et Georges Lemaître, d'abord par des équations, puis après ça a été confirmé par les observations, que l'univers, il est en fait dynamique. Les solutions naturelles des équations d'Einstein appliquées à l'univers dans son ensemble, rempli d'une distribution uniforme de matière et d'énergie, c'est un univers dynamique, c'est-à-dire que le tissu de l'espace, il est soit en expansion, ou soit en contraction, ça dépend des configurations. Voilà. Et on obtient, comme vous le savez, les fameuses solutions de Friedman-Lemaître qui, lorsqu'on les extrapole dans le passé, aboutissent à l'idée d'un Big Bang. Voilà. Donc les modèles du Big Bang sont figurés, vous connaissez évidemment sans doute toutes ces courbes-là, avec les trois évolutions possibles d'un univers en expansion-contraction, un univers en expansion perpétuelle décélérée ou un univers en expansion perpétuelle accélérée. Pour trier entre ces modèles, c'est-à-dire confronter ces solutions théoriques à des observations astronomiques, il faut remonter dans le passé de l'univers pour se rapprocher le plus possible des conditions initiales de l'univers. Et si on connaît les paramètres quasiment initiaux de l'univers, comme le système d'équations qui gouverne cette évolution-là n'est pas très compliqué, c'est beaucoup moins compliqué que l'équation de la météo ou de la turbulence des fluides, il n'y a pas de chaos dans le futur. Et donc, si on connaît les conditions initiales assez précisément, on peut inférer le futur de l'univers sur des dizaines ou des centaines de milliards d'années dans le futur. Et comme vous le savez, les observations astronomiques d'aujourd'hui nous permettent de remonter tellement loin dans le passé de l'univers que l'on remonte, alors pas tout à fait au Big Bang, mais à l'écho refroidi du Big Bang, qui s'appelle donc dont on obtient des cartes aujourd'hui refroidies, qui s'appelle donc le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile nous donne l'image du très jeune univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans, c'est pratiquement ses conditions initiales, et en analysant très en détail la structure du rayonnement fossile, mais combinée à d'autres observations cosmologiques, j'ai pas le temps de vous en parler, parce que là on sort un petit peu du champ juste de la forme de l'espace, on combine toutes ces données diverses pour élaborer ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, lambda CDM, avec cette distribution. La courbure moyenne, elle est très proche de zéro, en fait. On a un espace à l'échelle globale qui est quasi euclidien, et avec une distribution, une répartition de la matière et de l'énergie, avec 32% de matière sombre, matière lumineuse, matière exotique, matière atomique, peu importe. Cette matière est gravitationnelle,
Hein, elle produit de la gravitation attractive, et une composante aujourd'hui dominante, qu'on a baptisée l'énergie sombre, dark energy, qui est une composante apparemment répulsive. Il y a quand même un petit peu, pas mal de débats, certains débats dans la communauté, mais si on s'en tient à ce modèle consensuel, le fait que c'est cette énergie sombre répulsive, c'est-à-dire allant en l'encontre de la gravitation, qui domine, suggère que l'évolution de l'univers, c'est la solution à l'expansion perpétuelle accélérée. Voilà. Alors ça ne préjuge pas qu'il en sera toujours ainsi, parce qu'il reste à définir qu'est-ce que c'est réellement la nature de l'énergie sombre. Alors évidemment, ce serait une conférence entière pour la Société astronomique de France que de parler de la nature et des différents modèles d'énergie noire. Juste pour fixer les idées très rapidement, il y a presque autant de modèles que de chercheurs qui travaillent dessus. Enfin, grosso modo, les trois grandes idées, c'est que soit l'idée privilégiée par des gens relativement raisonnables, c'est que l'énergie noire, c'est la constante cosmologique qui avait été introduite par Einstein, puis après défendue par Georges Lemaître, et Georges Lemaître est le premier à avoir montré que la constante cosmologique, c'est une manifestation de l'énergie du vide quantique. Bien, donc si c'est l'énergie du vide quantique, cette énergie reste constante au cours du temps. Ici, on a le temps. Voilà. Cette énergie reste constante au cours du temps. En revanche, la densité de matière et d'énergie, comme l'univers est en expansion, elle décroît au cours du temps. Donc au début de l'histoire de l'univers, les proportions n'étaient pas les mêmes. La matière dominait. Si la matière dominait, l'univers ralentissait. L'univers ralentissait, la matière domine. Et puis, comme la matière domine et l'énergie du vide reste constante, au moment, c'est l'énergie du vide répulsive qui domine, et donc l'univers rentre dans une phase d'accélération. Et donc, énergie du vide constante, c'est la courbe du milieu, expansion perpétuelle accélérée. Relativement modérée, qui va conduire à ce qu'on appelle le big chill, c'est-à-dire un refroidissement, le grand refroidissement. Relativement modéré. Mais il y a d'autres modèles alternatifs d'énergie sombre. Il y en a qui ne croient pas à la constante cosmologique, etc. Alors, ce n'est plutôt dans le domaine de la physique des énergies. Alors, il y a des modèles dits de phantom énergie. Ça fait une théorie des cordes, enfin, ce genre de choses très spéculatif. Ce n'est pas inintéressant. On a au contraire une énergie noire qui augmente vers le futur. Donc, ça accentue encore cette chose-là, la vitesse d'expansion, qui devient pratiquement verticale. On appelle ça le big rip. Déchirement final de l'espace qui est déchiqueté sur toutes les échelles par cette énergie antigravitationnelle, très hypothétique. Et il y a des modèles dits de quintessence où au contraire, ça peut diminuer, la densité d'énergie du vide diminue, à nouveau la matière l'emporte, et donc, hop, on peut récupérer le Big Crunch. Si jamais vous étiez nostalgique du modèle de Big Crunch, on peut le récupérer par ce genre de raisonnement. Voilà. Mais alors, ce sont donc des recherches tout à fait spéculatives, mais on peut commencer, on espère aujourd'hui, commencer à trier entre ces différents modèles par un grand projet qui est en construction, qui s'appelle le télescope Euclide, qui va être lancé à l'horizon 2020-2021, dont une partie d'ailleurs expérimentale se fait, une partie technique se fait dans le laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est un pôle instrumental très développé, et qui va, en observant des supernovas lointaines, etc., voilà, essayer de trier quelques modèles d'énergie noire. Bien. Bon, maintenant, alors on sort de la cosmologie, enfin de la cosmologie standard, même si on reste tout à fait dans le cadre, enfin la cosmologie relativiste, etc., en y rajoutant des hypothèses topologiques pour s'interroger maintenant sur l'espace dans sa globalité. Très vieille question, l'espace est-il fini ou infini? Déjà, hein, les Grecs se posaient la question, ainsi de suite. Voilà. Alors, pourquoi ce n'est pas résolu par la relativité générale? Parce que la théorie d'Einstein vous donne des métriques, ça je vous l'ai déjà dit, les métriques c'est quelque chose de local, c'est une description locale de la forme locale. Et à l'échelle globale, la métrique ne vous dit rien sur la structure globale de l'espace-temps. Et le premier qui l'a fait remarquer, c'est ce bonhomme-là, qui, vous l'avez reconnu, c'est Alexandre Friedmann, en 1924, dans le papier où il décrivait un univers en expansion de type hyperbolique. La deuxième partie, qui n'a quasiment jamais été lue, elle est absolument géniale, parce qu'il prédit que les propriétés topologiques peuvent... il faut rajouter des hypothèses topologiques pour décrire l'espace dans sa globalité. Et il a été le premier à imaginer que certaines structures topologiques compliquées, qu'il ne connaissait pas vraiment à l'époque, parce que les mathématiques n'étaient pas assez développées à l'époque, mais certaines structures pouvaient éventuellement produire des images multiples, des images fantômes, ce qui est appelé carrément des images fantômes d'objets. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup travaillé, je me suis commencé à m'intéresser à ce sujet au début des années 90, et j'ai beaucoup travaillé donc sur ce sujet-là. Donc pour en revenir à cette question-là, quelle est la taille et la forme de l'espace cette fois-ci dans sa globalité? Première hypothèse, l'espace, l'univers réel, je veux dire, l'univers total est infini, auquel cas nous évidemment on n'a accès qu'à une partie
de cet univers, délimité par l'horizon cosmologique. Par construction, on est au centre de notre horizon cosmologique. On connaît sa taille, hein, c'est à peu près 50 milliards d'années-lumière de rayon. C'est le trajet parcouru par le rayon de lumière depuis le Big Bang pendant 14 milliards d'années. Donc c'est plus que 14 milliards d'années-lumière à cause de l'expansion qui a étiré le trajet effectif de rayons lumineux. Et donc on est au centre d'une gigantesque sphère qui nous entoure, qui représente le bord de la sphère. Ce n'est pas un bord physique, c'est juste l'horizon au-delà duquel on ne peut pas voir. Donc si l'espace réel par rapport à ça, le vrai, il est infini, il est infiniment grand et on ne saura jamais, évidemment. Alors, heureusement, la géométrie non euclidienne nous permet d'imaginer d'autres possibilités, tout à fait consistantes avec tous les modèles de la relativité, les modèles de Big Bang, etc., selon lesquels l'espace réel, il est fini, sans avoir de bord. Il ne faut pas imaginer qu'il y a de bord. Ça peut être une hypersphère, par exemple, mais plus grand que l'univers visible. Alors, s'il est beaucoup plus grand, là encore, on ne le saura jamais. Et puis, il y a une troisième hypothèse, où le modèle d'espace fini sans bord, il peut être carrément plus petit que l'univers visible. Voilà, et ça c'est la topologie qui le permet. Alors a priori ça peut paraître surprenant d'avoir en fait un mirage de cette nature-là, d'avoir un espace réel qui est carrément plus petit que l'espace observé. En général on a tendance à penser qu'on observe qu'un tout petit aspect, un sous-ensemble d'une réalité beaucoup plus vaste. Là au contraire serait une forme redondante, et la redondance se traduirait par le fait que la structure topologique compliquée de cet espace, que je finis par appeler les espaces chiffonnés pour le besoin de la vulgarisation, produit des images multiples, les images fantômes, celles qui avaient été prédites par Alexander Friedman, mais il ne pouvait pas faire de calcul à l'époque, et entre-temps, les mathématiques se sont développées pour faire des calculs des tests en fait, expérimentaux de ces modèles d'univers chiffonnés. Alors, comme ce n'est pas très intuitif, je vais vous parler de la forme de l'espace. Ce n'est pas très intuitif, vous l'admettrez, de parler d'un espace qui est fini mais qui n'a pas de bord. Ou si c'est intuitif, c'est très bien, hein, c'est super. Mais en général, c'est vrai qu'on se pose la question l'univers est en expansion, donc on imagine ça comme un ballon. Et qu'est-ce qu'il y a en dehors du ballon? Là, c'est difficile d'expliquer que c'est pas une bonne image. Une hypersphère, c'est pas un ballon, c'est un hyperballon. L'hyperballon n'a pas de bord, et donc il gonfle de rien du tout. Donc tout ça, c'est pas évident. Bon, donc démonstration géométrique simple, visualisation. Qu'est-ce que c'est un espace fini sans bord de type hypersphérique? Commençons par une sphère. Hein. La sphère, c'est bien à deux dimensions, un espace qui est fini et sans bord. Les lignes droites sont des grands cercles, c'est jamais interrompu, donc il n'y a pas de bord, et c'est bien une surface finie. Bien. Alors, c'est plus intéressant pour la suite de la représenter par cette projection polaire où on voit deux hémisphères, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, séparés par l'équateur, qui n'est évidemment pas une vraie frontière physique, c'est juste une ligne de coordonnées qui sépare en deux un espace tout à fait normal. Et on va retrouver le fait qu'en partant du pôle nord, on va en ligne droite, c'est-à-dire le long d'un méridien. Lorsqu'on est ici, c'est évidemment le même point, puisque l'équateur est le même des deux côtés, on continue en ligne droite, et toujours on fait la grande boucle, et on revient. On est allé en ligne droite, et on est revenu au point de départ, on était bel et bien dans un espace fini et sans bord. À 3 dimensions, c'est pareil. Vous construisez une hypersphère. Et dans ce système de représentation, en coordonnées polaires, vous rajoutez juste une dimension. Donc vos disques, ils prennent du volume, vos hémisphères qui sont ici des disques plats deviennent des sphères, et donc l'hypersphère est représentée en représentation polaire par deux volumes sphériques collés ensemble par leurs équateurs. Leurs équateurs, c'est plus une ligne, c'est une surface. D'accord? C'est simple. Hein? Bon, les surfaces sont collées. Voilà. Alors, on est à l'intérieur, forcément, donc on part, par exemple, d'ici, on prend une fusée, on va en ligne droite, dans cet espace hypersphérique. Un jour, ça peut être dans longtemps, parce que si l'hypersphère fait plusieurs milliards d'années-lumière de diamètre, ça peut prendre du temps. On est là, quand on est là, en fait, on est là, mais on s'est rendu compte de rien, on continue en ligne droite, et puis toujours, sans jamais faire demi-tour, un jour, on a la surprise de rentrer à la maison. On était dans une hypersphère et on a fait un voyage, effectivement, dans un espace fini sans bord. Voilà. Donc l'hypersphère est un modèle parfaitement admissible pour la relativité générale. Une hypersphère en expansion, obéissant à toutes les lois du Big Bang, mais justement, il ne faut pas faire l'erreur d'imaginer que cette hypersphère elle est en train de gonfler dans un espace extérieur, une quatrième dimension extérieure. Elle est en dilatation intrinsèque. Bien. C'est clair? Bon. Alors un autre exemple, c'est le tore plat. Vous prenez une feuille de papier, alors c'est un peu plus simple quelque part, mais en fait ça va nous amener plus loin. Une feuille de papier, hein, ça a des bords, donc il faut les éliminer les bords. On ne veut pas d'espace avec un bord, il y a trop de paradoxes. Donc on colle les bords. Pour coller les bords, on obtient une chambre à air. La surface d'une chambre à air, c'est ce qu'on appelle un tore qui n'a pas de courbure, contrairement à l'illusion. Voilà. On est bien dans un deuxième type de surface fini sans bord.
Alors ça se voit sur ce jeu vidéo absolument enfantin, qui ferait rigoler les jeunes qui font des jeux vidéo aujourd'hui. Enfin bon, au moins pédagogiquement. Vous voyez la fusée, évidemment, qui ne quitte jamais l'écran, tout simplement parce que le logiciel a décrété que voilà, les bords de l'écran sont collés entre eux. Hein, chaque point, ici, en fait, c'est le même point que là. Donc dès que ça sort là, ça rentre ici parce que c'est le même point. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'équivalent d'une fusée plate à la surface d'un tore plat. Et donc, ça se généralise à l'hypertore. 3 dimensions. Voilà. Donc l'hypertore, c'est un volume, comme le volume de cette pièce-là. Je circule dans cette pièce, et dès que j'arrive à un mur, je suis en fait de l'autre côté, parce que c'est le même point, je continue, j'ai aucune limitation. Mais je suis bien dans un espace de volume fini, j'ai supprimé les bords. Voilà. Et c'est aussi des modèles tout à fait applicables pour la description de la taille de l'univers. Alors ces modèles-là, ils sont assez étonnants parce que c'est simple à construire. Hein. Enfin, en tout cas, je vais donner les exemples les plus simples. Après, il y a des topologies affreusement compliquées, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que vous introduisez ce qu'en topologie on appelle de la multiconnexité, hein, c'est-à-dire vous collez des bords ensemble et vous créez des relations de connexité différentes par rapport à un espace simple, une simple feuille de papier, par exemple, etc., ben, automatiquement, vous démultipliez les lignes de droite entre 2 points. Et donc, vous démultipliez les trajets des rayons lumineux. Vous démultipliez les géodésiques entre 2 points. Et donc, vous créez plusieurs images d'un même objet. Donc, ici, voilà, l'espace réel, c'est ça. Il n'y a mis que 2 objets. Nous, l'observateur, une galaxie lointaine, c'est l'espace réel. Mais à cause, effectivement, de la démultiplication des trajets des rayons lumineux, l'espace observable devient différent. On appelle ça en mathématiques l'espace de revêtement universel. Et donc, ces objets-là, que l'on verrait à l'intérieur de l'horizon seraient des démultiplications d'images. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans cette affaire-là, parce que normalement je fais des conférences entières juste sur cet aspect-là. Je rappelle juste que donc, nous avons beaucoup travaillé avec mes collaborateurs dans les années 90, au début un petit peu dans le scepticisme général de la communauté cosmologique qui ne connaissait pas ces propriétés topologiques possibles, voilà, sur des modèles d'espace, que j'appelais des univers chiffonnés pour le besoin de la vulgarisation. L'un de mes collaborateurs qui s'appelle Jeff Weeks, qui est un génial mathématicien américain, un virtuose également de la programmation, a élaboré un système que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet, qui s'appelle le Curve Space Program, qui permet de visualiser des mirages topologiques, cette fois-ci créés par ces formes d'univers bizarres. Donc je vous en montre rapidement 3. Donc ça, c'est un univers de type hypertorique. On a simplement un seul objet, la Terre. L'espace, c'est en fait l'intérieur d'un cube dont on a collé les faces opposées, et on a une démultiplication extraordinaire, comme on en voit dans ce réseau-là. Voilà, donc ça c'est un espace euclidien hypertorique. Le suivant, c'est un espace sphérique dodécaédrique, où en fait la cellule fondamentale de l'espace est décrite par un dodécaèdre dont on a collé les faces opposées avec un certain nombre de rotations. Vous voyez, c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus subtil, la démultiplication d'images. Voilà. Et puis, un exemple cette fois-ci d'espace hyperbolique, en courbure négative cette fois-ci, toujours en partant d'un dodécaèdre, mais en collant les faces de façon différente. Ça, c'est les subtilités de la topologie. Voilà. On a cette chose-là, où les images fantômes ne sont pas très serrés comme dans l'espace sphérique, mais sont au contraire écartés. Ça, c'est un effet de la courbure négative qui change les choses. Alors, une fois qu'on avait proposé, calculé tous ces modèles mathématiques, on s'est dit qu'il faudrait tester évidemment ces modèles, parce qu'on est quand même malgré tout astrophysicien, astronome, donc il faut proposer des tests expérimentaux, et donc avec différents collaborateurs, il y a Marc Lachézeret, Roland Lehoucq, Jean-Philippe Uzan, etc. Donc on a recherché des signatures topologiques possibles. Alors par exemple, une signature possible qu'on a proposée dans les années 90 s'appelle la cristallographie cosmique, c'est-à-dire que s'il y a des images multiples, il doit y avoir certaines corrélations de position entre, si on prend des grands catalogues gigantesques de galaxies lointaines, d'amas de galaxies, si certains sont des images multiples dans un catalogue donné, on doit pouvoir trouver des corrélations dans ce catalogue-là. Alors pour l'instant, les sondages ne sont pas assez profonds pour tester la cristallographie cosmique, mais dans peut-être une décennie, on aura peut-être des sondages profonds pour tester cette technique. Alors en attendant, il y a une autre technique qui s'est développée, peut-être aussi très efficace, où on analyse le rayonnement fossile et on fait une analyse statistique en fait des petites variations qu'on appelle les anisotropies, les différentes températures dans le rayonnement fossile, et des raisonnements relativement simples, aboutissant à des choses compliquées, nous montrent que si l'univers est légèrement plus petit que l'horizon cosmologique, il doit se recouper d'une certaine manière sous la forme de cercle, c'est-à-dire que dans le rayonnement fossile, il y aurait des points qui seraient les mêmes ici et ici. Ce seraient exactement les mêmes points.
mais sous forme de paires de cercles corrélés. Et pour s'en rendre compte, il faudrait une fois être capable de mesurer le long de ces cercles-là le profil de température qui serait exactement le même, et donc ça montrerait que ce sont bel et bien les mêmes points. Alors ça met en jeu des simulations numériques absolument phénoménales, après une analyse de données incroyablement complexe, des données réellement obtenues par les télescopes WMAP et les données de Planck. Lorsqu'on a eu les premières informations là-dessus en 2003, on avait vu que mon modèle esthétiquement préféré, l'espace dodécaédrique de Poincaré, qui est construit à partir comme ça d'un dodécaèdre sphérique sur lequel on colle les bords, c'est-à-dire évidemment on ne peut pas sortir puisqu'il n'y a pas de bord, donc au lieu de sortir on rentre de l'autre côté, et donc ça crée cette chose-là, et on avait proposé donc la forme de l'espace dans cette fameux article de Nature de 2003 que le journaliste avait appelé l'univers ballon de foot. Alors après, bon, une fois que cette proposition a été faite, il fallait aller un petit peu plus loin dans les tests expérimentaux, et notamment essayer de trouver les paires de cercles corrélés prédits par la théorie. Normalement, il devrait y avoir 6 paires de cercles corrélés, antipodaux, déphasés, etc., etc. Il y a eu beaucoup de controverses avec ces recherches de cercles. Il y a plusieurs équipes qui ont cherché, il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui, il y en a peut-être, etc., etc. Bref, le sujet n'est pas tout à fait clair. Il semble malgré tout que d'après les toutes dernières observations, ça veut dire 10 minutes, c'est ça? Ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver, parce que vous remarquez que même que l'expansion de l'univers, j'accélère également. Voilà. Oui, il semble que d'après les toutes dernières données du télescope Planck, là j'ai fait un petit peu la synthèse récemment de l'état de la question 20 ans après les premières propositions, il semblerait que les topologies les plus simples, l'espace sphérique de Poincaré ou l'espace hypertorique, semblent exclus par les dernières données sur une échelle inférieure à l'échelle de l'horizon, c'est-à-dire on peut avoir peut-être un univers chiffonné mais pas si petit que ça, mais en revanche ça laisse encore la possibilité pour tout un ensemble d'autres topologies beaucoup plus compliquées et qui ne seraient pas décelables actuellement par cette technique de recherche de cercles corrélés. Donc la question de la topologie globale de l'univers reste une question ouverte. Voilà. Alors ce n'est pas tout à fini, puisqu'on a encore 10 minutes, je vais pouvoir vous parler un petit peu et rapidement de gravité quantique. Et donc je reviens sur le schéma que vous avez montré au début. Donc on a exploré ça, les trous noirs, la cosmologie standard, la topologie cosmique, et maintenant on se dit, alors on va à très petite échelle, on a à la fois de la courbure et de la topologie, mais fluctuante. Et puis ce qui serait tentant, c'est de dire, y a-t-il finalement une relation entre le très grand et le très petit, l'infiniment grand et l'infiniment petit? Si l'espace, une des questions principales que l'on peut se poser, une question théorique cette fois-ci sur la topologie cosmique, on dit, bon, l'espace global, il a peut-être une topologie bizarre. Bon, mais pourquoi? Comment elle se serait engendrée? Comment elle se serait créée au cours de l'histoire? Les équations de la relativité standard nous disent que la topologie de l'univers, la topologie de l'espace, ne peut pas changer à partir des conditions initiales. Donc il faut quelque part que ce soit dans les conditions initiales qu'il y ait une topologie bizarre. Et les conditions initiales, ça fait appel à la gravitation quantique. C'est-à-dire l'univers dans l'ère de Planck. L'ère où il était entièrement dominé non seulement par la gravitation, mais par les phénomènes quantiques. Et c'est pour ça que ça nous amène inévitablement, quand on fait des raisonnements sur la topologie aujourd'hui de l'univers à grande échelle, ça nous amène inévitablement à nous interroger sur qu'est-ce qui a pu se passer dans la phase de gravité quantique qui a censé avoir gouverné l'univers. Et là, c'est tout le problème de l'unification, comme vous le savez sans doute, de la relativité générale et de la physique quantique. On a deux théories extraordinaires, chacune dans leur domaine respectif, qui sont fantastiquement efficaces, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble. Elles ne peuvent pas se marier comme ça, elles sont dans un cadre formel radicalement différent, et ainsi de suite. Et pourtant, en général, on peut se dispenser de les mettre ensemble dans la vie de tous les jours, sauf que si on s'intéresse au fond des trous noirs, si on s'intéresse au Big Bang lui-même, et si on s'intéresse aux questions de topologie, il faut forcément les mettre ensemble. Voilà. Donc, comme vous le savez, c'est le grand défi de la physique, l'un des grands défis de la physique théorique du XXIe siècle, essayer d'avoir une vision unifiée de la relativité générale et de la physique quantique. Alors, il n'y en a pas forcément une, ça c'est un souhait, c'est un rêve de physicien, de tout unifier. Peut-être que c'est un rêve fantasmatique qui n'a pas lieu d'être, mais c'est tentant parce que dans le passé de l'histoire de la physique, ces rêves d'unification, pour l'instant, ils ont fonctionné. Alors, comme vous le savez sans doute, quand on s'intéresse aux interactions fondamentales qui régissent tous les phénomènes physiques actuellement connus dans l'univers, aujourd'hui, dans un univers à basse énergie, il y a 4 interactions fondamentales, et comme vous le savez sans doute, lorsque l'on monte à l'énergie, alors on peut le faire soit artificiellement dans des accélérateurs de particules, ou soit naturellement en remontant vers le Big Bang,
évidemment, on augmente en énergie, eh bien, l'idée des physiciens théoriciens, c'est que progressivement, on a une unification des interactions fondamentales. Première unification qui se passerait à ce niveau-là, l'unification dite électrofaible. Eh bien, comme vous le savez, les expériences faites au CERN avec le LHC ont confirmé les prédictions essentielles de cette unification, et ça donne lieu à ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, bon, qui marche plutôt bien, mais qui n'est pas tout à fait parfait. Et donc, on rêve d'aller au-delà du modèle standard. Et au-delà du modèle standard, on rentre dans des domaines d'énergie qui, pour l'instant, sont inaccessibles expérimentalement. Donc, on fait fonctionner ce qu'on a dans notre boîte crânienne. Physiciens théoriciens, on y va à tout crin pour imaginer une physique possible au-delà du modèle standard, théorie supersymétrique, etc., etc. Et puis, le rêve final, ce serait l'unification finale entre la relativité générale et toutes les autres interactions décrites par la physique quantique. Oui, mais sauf qu'à un certain moment, on se heurte aux limites absolues de la physique lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle l'ère de Planck, correspondant à peu près à 10 puissance moins 43 secondes, si on met une échelle de temps 0 au moment du Big Bang. C'est très bref, mais ce serait la période pendant laquelle l'univers serait totalement gouverné par des phénomènes quantiques. On n'a aucune théorie, pour l'instant, capable de décrire correctement ça. Mais on a des approches. Alors ça, c'est une première, justification possible de ce désir d'unification. Il y en a d'autres également. C'est le fait qu'effectivement, quand on regarde le modèle du Big Bang et que l'on va en arrière, si on extrapole la relativité générale, on aboutit à quelque chose que le physicien déteste. J'en parle dans un de mes derniers ouvrages consacrés à l'infini. Ce sont tous les infinis qui apparaissent dans la singularité. Le Big Bang au sens strict, relativité générale non quantifiée, c'est une singularité. Donc tout devient infini. La courbure, la température, la densité, le physicien ne veut pas de cela. Ça veut dire que la théorie est incomplète. Et si on va quantifier la théorie, eh bien on va essayer d'éliminer la singularité. Donc éliminer le Big Bang comme début absolu de l'univers, ça va nous emmener très loin, parce que si on élimine le Big Bang comme début de l'univers, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un avant Big Bang. Bon. Une autre troisième justification, c'est des considérations sur les trous noirs. Alors, pas les trous noirs astrophysiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais les trous noirs quantiques, qui seraient par exemple des micro-trous noirs soumis à des effets quantiques. Comme vous le savez sans doute, Stephen Hawking a découvert théoriquement sur le papier que ces trous noirs s'évaporent. Au lieu de grossir en absorbant de la matière et de l'énergie, au contraire, ils perdent de la matière et de l'énergie, ils s'évaporent. La question qui se pose, une question théorique qui paraît un petit peu abstraite, mais elle joue un rôle fondamental dans le développement des théories de gravité quantique aujourd'hui, ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Ça veut dire quoi le paradoxe de l'information? C'est le fait que le trou noir classique, c'est un puits d'information, c'est-à-dire la matière et l'énergie qui tombent dans un trou noir, vous perdez quasiment toute l'information là-dessus quand vous êtes à l'extérieur. Donc il y a un puits, un réservoir d'entropie gigantesque, un puits d'information qui est perdu. Ça, c'est le trou noir classique. Mais le trou noir quantique, à partir du moment où il s'évapore, ça veut dire que l'information ressort. Question, apparemment toute bête et toute simple, est-ce qu'on récupère toute l'information ou est-ce qu'on n'en récupère qu'une partie? Il y a une véritable guerre qui s'est déclenchée entre plusieurs écoles de physiciens théoriciens. Il y a les partisans de la relativité générale un peu traditionnelle, comme Hawking disait, l'information, une partie est réductiblement perdue. Et puis, les physiciens théoriciens issus plutôt de la théorie des champs quantiques disent, non, je suis désolé, mais en physique quantique, il y a une propriété fondamentale qui s'appelle l'unitarité, l'information ne peut pas être perdue. Donc, si on a un trou noir quantique, s'il est vraiment quantique, on doit récupérer toute l'information. Donc, le débat n'est pas tranché, ça montre bien, actuellement, le degré d'incompatibilité entre une description relativiste non quantique et une description purement quantique non gravitationnelle. Et donc, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Alors, les solutions possibles, les pistes qui sont suivies, j'en parle un petit peu avec Flamme parce que c'est le bouquin que je suis en train d'écrire, j'essaie de faire un petit peu le résumé de toutes les approches possibles de gravité quantique. Mais grosso modo, si vous voulez, vous avez soit les quanticiens qui veulent plutôt réduire toute la géométrie à des champs quantiques, c'est-à-dire à de la matière et de l'énergie. Donc c'est la théorie des cordes, la théorie des brane, éventuellement une théorie de tout, etc. Puis vous avez plutôt les gens issus du milieu de la relativité, où au contraire, tout est géométrie, et donc on géométrise tout, et ça s'appelle la gravité quantique à boucle. Alors comme vous savez, alors on va rentrer dans une considération beaucoup plus compliquée sur la forme de l'espace, parce que qu'est-ce que c'est que l'espace? C'est plus du tout l'espace habituel à 3 dimensions de l'espace, une dimension du temps. Comme vous le savez sans doute,
l'une de ces approches, on en a beaucoup parlé, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais enfin, elle a quand même suscité des milliers de papiers, des thèses, donc ça fait tourner le business de la science, donc c'est bien. La théorie des cordes, hein, voilà. Ben, vous savez qu'en théorie des cordes, le fait d'imaginer que les particules élémentaires sont décrites par des petites cordes infinitésimales qui vibrent, elles sont soit ouvertes, soit fermées, c'est très joli comme idée, mais le problème c'est que ça ne marche que dans un espace avec des dimensions supplémentaires, un espace fondamental qui a 7 dimensions de plus que les 30 dimensions habituelles. Alors c'est un prix à payer, qui est intéressant sur le plan mathématique parce que ça ouvre des horizons. C'est un peu plus embêtant le fait que le prix à payer, c'est qu'il y a 10 puissance, au moins à peu près 10 puissance 500 solutions sur la façon dont on rajoute des dimensions supplémentaires, les hypothèses sur la taille. Un exemple, pourquoi il peut y avoir autant de solutions? Comment rajouter des dimensions supplémentaires? Alors là, c'est un exemple très simple. Sur un espace de fond qui a juste 2 dimensions, vous rajoutez 2 dimensions de plus. Vous pouvez la rajouter sous forme de sphère, vous pouvez la rajouter sous forme de tore, c'est des topologies différentes. Vous créez des univers radicalement différents. Voilà. Et alors en fait, comme ce n'est pas 2 qu'on rajoute, et en général c'est 6 ou 7, on en rajoute ça, ce qu'on appelle des espaces de Calabi-Yau. C'est pas Cabillaud, hein, des Calabi-Yau, c'est le nom de 2 physiciens. Voilà. Et donc on rajoute des topologies extrêmement compliquées. Selon toutes les topologies des espaces de Calabi-Yau, on engendre des modèles d'univers radicalement différents. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a 10 puissance 500 solutions. Et l'autre raison, c'est lié en fait aux états du vide. Parce que le vide quantique, l'énergie du vide quantique joue un rôle fondamental dans ce genre de théorie. Et quand on calcule dans certains modèles l'évolution du vide quantique, on crée un paysage qu'on appelle donc le paysage cosmique, qui est le paysage enfin des fluctuations naturelles du vide quantique. Chaque point de ce paysage correspond à la possibilité d'un univers. Une fluctuation d'énergie du vide quantique crée un espace-temps-matière qui est un univers. Et au lieu d'avoir donc un seul univers, celui dont je vous ai parlé jusqu'à présent, dans ces théories-là, on a un multivers, un foisonnement d'un grand nombre d'univers correspondant à chaque point de ce paysage cosmique. Voilà. Alors voilà le genre évidemment de questionnement, là quand on s'intéresse maintenant, quand vous parlez de la forme de l'espace, de quel univers on parle, un univers donné. Alors dans cette théorie des multivers, ce n'est qu'une théorie, c'est un scénario et même pas d'équation. Hein. On discute beaucoup de ça, parce qu'il y a des implications philosophiques qui ne sont pas inintéressantes, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment d'équation, donc on peut faire un peu n'importe quoi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les univers différents, chaque point de ce paysage-là, qui correspond à des univers différents, ils ne se ressembleraient absolument pas. Les univers différents ne se ressembleraient absolument pas aux nôtres. Il suffit de changer un petit peu les conditions initiales, ce genre de choses. On crée des univers radicalement différents, y compris des formes différentes. Donc on pourrait très bien avoir dans ce multivers des univers avec topologie dodécaédrique, des univers hypertoriques, des univers sans topologie, des univers finis, des univers infinis, des fermés, ouverts, etc. Un peu toutes les possibilités. Et comme toutes les possibilités sont envisageables, on se demande où est encore la science là-dedans, parce que c'est plus falsifiable, c'est plus réfutable, etc., etc. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Donc je zappe cette chose, l'hypothèse holographique. Juste mentionner une autre approche qui est particulièrement développée à Marseille au centre de physique théorique avec mon collègue Carlo Rovelli. L'autre approche consiste plutôt à tout géométriser, à se dire en fait la structure de l'espace, on n'a pas besoin de corps, on n'a pas besoin de dimensions supplémentaires, la structure de l'espace-temps est granulaire. Si on veut quantifier la gravité, on quantifie la géométrie, puisque en relativité générale, la gravité, c'est de la géométrie. Donc si vous quantifiez la gravité, vous quantifiez la géométrie. Quantifier la géométrie, c'est quantifier l'espace, quantifier le temps. Donc vous définissez des grains d'espace et des grains de temps. Des atomes irréductibles d'espace et des atomes irréductibles de temps. Donc c'est cette approche-là qui est développée par certains groupes et qui est également très, très prometteuse. L'une des choses qui me séduit notamment dans cette approche-là, c'est que le formalisme mathématique, une partie du formalisme mathématique est utilisée pour faire fonctionner cette chose-là. Ça s'appelle les réseaux de spin qui ont été créés par Roger Penrose, qui est un très grand physicien d'aujourd'hui, spécialiste de la relativité, et qui s'est intéressé également aux sciences cognitives. Et il y a des formalismes mathématiques qui ressemblent un petit peu, pour décrire le fonctionnement du cerveau, qui ressemblent un petit peu à ça. Donc Jean-Pierre me dit que c'est fini, il a raison. Donc je finis avec ça, pour dire que dans certaines de ces approches-là, le Big Bang effectivement disparaît, la singularité disparaît. Et donc il y a un avant Big Bang. Alors ça, par exemple, c'est un scénario possible dans une théorie de gravité quantique à boucle, où lorsque l'univers préexistant au Big Bang s'effondre, et au lieu de donner un Big Crunch, il rebondit, la gravitation s'inverse, ça s'appelle le Big Bounce, et ça donne lieu à la phase actuelle de l'univers. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas sponsorisé par Nespresso. Ça, là, cette partie-là. Bon, je n'ai pas trouvé de sponsor. Bon, voilà. Donc voilà, vous voyez toutes les questions qui se posent sur la forme de l'univers. Finalement, on a fait un grand parcours, et avec ces nouvelles théories, on en sait moins qu'au départ.
mais c'est ça qui est intéressant dans la recherche scientifique. Hein. Voilà, on résout une petite partie des questions, on a ouvert tellement d'autres questions que c'est un cheminement sans fin, et c'est pour ça qu'on exerce ce métier avec passion. Donc si vous allez un petit peu plus loin, certains de mes ouvrages qui traitent de ce sujet-là, cela. Et puis pour finir, alors vraiment, je finis vraiment, j'ai un blog. Alors, je ne sais pas d'entre vous le connaissent peut-être, mais beaucoup peut-être ne le connaissent pas. Et sur ce blog-là, c'est facile à trouver sur Google, il y a tout un ensemble d'articles et certains d'entre eux parlent réellement du sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à l'explorer. Je vous remercie.